c'est quelque chose qui est, comment dire, qui est difficile sur le moment. L'enfant, il s'en rend pas vraiment compte. Il sent bien qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi, pour lui, puisque, en fait, lui, il était avec papa et maman, qui le, qui même si dans la plupart des familles, même si il y a des grosses difficultés, les parents aiment leurs enfants et les enfants aiment leurs parents. Même si, même si c'est très très difficile, même si il y a des coups, même si il y a quand même de l'amour à la base. Nicole Caillé-Wirth, Une enfance massacrée, reconquise. Une série de podcasts en 5 épisodes. Ce qui se passe après dans la famille d'accueil, c'est pas l'amour d'abord, c'est bon, on s'occupe de toi et voilà, nous recevons de l'argent pour nous occuper de toi. Ce qui semble normal, puisque il faut bien nourrir l'enfant, il faut bien lui donner une chambre, il faut bien faire tout un tas de choses par rapport à l'enfant. Mais en même temps, c'est plus du tout le même rapport de l'enfant à, je dirais, au naturel de son affectif. Et puis Tata C montre la chambre de sa fille, F, où il y a un grand lit, en disant que c'est la nôtre, et que ses deux enfants dorment dans l'autre chambre. L'assistante sociale ne cherche pas plus loin, le tour est joué. Mais nous, me direz-vous, nous n'étions pas muettes. Nous aurions pu ouvrir la bouche pour dire à cette dame ce qui se passait vraiment et la faire descendre au garage voir notre lit. Mais en 1962, on ne demande pas leur avis aux enfants. Ils doivent surtout se taire. Et puis Tata C nous a bien fait la leçon. Pas un mot, vous trois, sinon gare à vous. La dame risque de vous reprendre et vous serez sûrement séparés. Alors, comme il ne reste à chacune de nous trois que ces deux sœurs dans son quotidien, aucune n'a envie de les perdre, bien sûr. Et voilà, le temps que l'assistante sociale est là, nous sommes bouche cousue. Et moi d'autant plus que je dois rester auprès de mes sœurs comme maman me l'a demandé. Je ne peux pas la trahir, ma maman. Alors je me tais. Mais ma confiance dans le monde adulte continue à en prendre un sacré coup. Moi, il y avait un truc. Avant d'être volontaire, j'ai été 3 ans éducateur. Et je bossais dans un foyer, une MEX, et avec des adolescents. Et j'avais l'impression, tu vois, moi, j'ai pas de formation d'éducateur, hein, et j'ai l'impression que les enfants, les ados, ils avaient, j'ai mis ce mot-là dessus, comme un vertige, en fait, de la réussite. C'est-à-dire qu'on voyait bien qu'il y avait des enfants qui avaient vraiment des capacités, des compétences, mais c'est comme si, en fait, de réussir, de faire un peu leur chemin, ça les mettait face à un vide, comme si, tu vois, et qu'en fait, ce vide les attirait, qu'il y avait un vertige vers la vie dans laquelle ils avaient commencé leur vie. Comme s'ils étaient attirés vers le bas, en Ouais, fait, ouais, au lieu d'être attirés vers le haut. voilà, ouais. Vraiment, mais une attirance contre laquelle tu peux rien faire, quoi, qui est vraiment plus forte. C'est pour ça que j'ai trouvé le mot vertige, mais dans le sens où tu sais que c'est pas raisonnable, tu sais que ça n'a aucun sens d'être attiré, il suffit de te tenir droit pour pas tomber là, hein, mais n'empêche que ça les attirait, quoi. Moi, ce qui me semble, c'est que un petit enfant, surtout jusqu'à l'âge de 7 ans, mais même après, grandit beaucoup par imitation. Et donc, il imite le plus, les personnes qui l'imitent le plus, ce sont les parents. Et puis on imite autour l'environnement, quoi, hein, le grand-père, la grand-mère, les oncles et tantes, les cousins, cousines, la maîtresse d'école, mais moins, quoi. Hein. Et donc, quand un petit enfant est confronté régulièrement au fait que papa et maman ont des gros problèmes, des grosses difficultés dans la vie, pour arriver
mettons professionnellement par exemple, quoi, hein, et ben l'enfant, ben, pour lui, la vie, elle est comme ça. Il imite papa ou maman qui n'a pas de travail. Et donc, après, quand il va grandir, même si il y a une attirance vers le haut, c'est difficile d'arriver à cette désimitation. Et c'est important. Il y a plein de choses, je pense, qu'il faudrait essayer d'apprendre aux enfants, mais à tous les enfants d'ailleurs, hein, pas que les enfants en difficulté, qu'il y a des choses qui ne sont que des imitations, qu'on peut très bien désimiter. C'est ce que fait d'ailleurs, en partie, l'adolescent. À l'adolescence, si on restait, s'il n'y avait pas l'adolescence, on serait de génération en génération des, entre guillemets, imitations de la génération précédente. Et donc la vie n'aurait pas d'intérêt, puisque on se ressemblerait beaucoup, on ferait un peu les mêmes choses, tout ça. Donc à l'adolescence, le jeune va désimiter. Et donc il va être contre, autant il était pour papa et pour maman avant, il va être contre pendant un temps pour apprendre lui. Il y a des enfants qui veulent absolument ne pas trahir leurs parents aussi. Et donc, si papa et maman ont eu beaucoup de mal, on ne va pas les trahir, soit en réussissant. Donc, il y a des choses à travailler là-dedans, quoi. Je pense qu'il y aurait besoin de beaucoup plus d'aide psychologique avec ces enfants-là. Moi, comment je l'ai fait, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Je sais que... Je pense que le fait que j'avais un but depuis toute petite, c'est pas pareil. Quand on a un but, eh ben, on essaye de s'y tenir. C'est quelque chose qui nous tire. Et donc, c'est peut-être ça, moi, qui m'a protégée par rapport aux difficultés, quoi. Hein. Et puis, j'ai aussi quand même été, je crois, bien aidée par mon institutrice de CM1, CM2, qui était très exigeante, mais très pédagogue, et qui savait encourager, quoi. Ouais, tu parles de la crainte de trahir ses parents, et moi je me disais, quand on vient d'une famille qui vit la grande pauvreté, puis qu'on arrive à réussir sa vie, on devient étranger à sa propre famille, on peut en perdre les codes, on peut ne plus être capable de supporter, de la rejoindre pour des temps familiaux, etc. Ça, c'est une vraie souffrance, comme un exil. C'est quelque chose, effectivement, qui peut être difficile. C'est ce que je disais à un moment, que j'étais transclasse. Transclasse, eh ben, on est un pied... En même temps, on est un pont, transclasse. Parce qu'on a un pied dans un monde et un pied dans l'autre. Mais par contre, c'est pareil. Je crois que ça dépend de la personne. Il y a des personnes qui veulent complètement se couper du monde d'où ils viennent. Et ça, à mon avis, bon, ils ont le droit, mais à mon avis, c'est grave. Parce qu'ils se coupent de leurs racines. Et ils ont, comment dire, nos racines, elles nous ont forgés, elles nous ont formés. Donc, s'en couper, je ne pense pas que c'est une bonne chose. Sauf si vraiment on souffre trop. Dans ce cas-là, des fois, il y a besoin de se couper au moins un temps. Mais normalement, c'est une bonne chose quand même de faire tout un travail pour arriver à réaccepter ce monde-là. Même si on ne le côtoie plus, il y a des personnes qui ne le côtoient plus. Mais moi, je me suis jamais coupée de mes frères et sœurs. Bon, ma maman était déjà partie, mon papa aussi, donc mes frères et sœurs, je ne me suis jamais coupée. Mais par contre, j'ai bien senti des difficultés. Elles avaient du mal de m'accepter tel que j'étais. Et donc, c'est vrai que c'est pas simple, c'est pas évident. Mais en même temps, entre guillemets, c'est pareil, ça tire les autres vers le haut. Ça peut les aider, s'il y en a un qui le fait, ça peut aider les autres à trouver la route aussi pour arriver à... Moi je dis le mot s'en sortir, quoi. Hein. Voilà,
un mot bateau, mais n'empêche, c'est quand même bien ça, quoi. Ouais, ouais. Quand on a connu la grande précarité, ce qu'on a envie, c'est d'en sortir, hein, quand même. Et ben, voilà, quoi. Hein. Moi, dans ma famille, tout le monde n'a pas réussi à, à bouger, à s'en sortir, mais quand même, il y a quand même des choses qui ont avancé, qui ont bougé.